9h, Dimitri Pavlenko. 8h45, premier conseil des ministres de l'année hier matin. Entretien à Matignon aussi entre la première ministre et les partenaires sociaux au sujet de la réforme des retraites. Donc pas de doute, la parenthèse des fêtes est refermée. Le ton de la nouvelle année est donné. Il est plutôt sombre, empreint d'inquiétude, nous dit le Figaro ce matin. Je vais vous citer quelques passages du compte-rendu d'après conseil des ministres du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui nous rapportait qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne avaient appelé les ministres à, tenez-vous bien, résister au vent contraire. Il y aurait dans le pays, selon le président, je le cite encore, des professionnels du malheur, une conjuration des esprits tristes. C'est joliment formulé. Alors pour faire face, quel conseil prodigue le président à ses ministres? Mettez-vous du côté des gens. De la sollicitude, donc de l'écoute. Est-ce tout ce qui nous reste au moment où le carnet de chèques se vide, mais pas le cahier de doléances confère? La réception des restaurateurs aujourd'hui à Bercy, avec Bruno Le Maire, après celle des boulangers. Une nouvelle voix ce matin dans le club de la presse Europe 1 pour en parler. Bonjour Raphaël Steinville. Bonjour Dimitri. Bienvenue à vous, journaliste à Valeurs Actuelles. Vous remplacez Charlotte Dornelas qui est à Rome pour les obsèques, les funérailles de Benoît XVI aujourd'hui. David Revaud-Dallon est avec nous aussi, le chef du service politique du Journal du Dimanche. Bonjour David. Bonjour Dimitri. Alors, je commence avec vous David, c'est Louis Dragnel qui a attiré mon attention hier sur l'ordre du jour du Conseil des ministres. D'habitude ça fait 7-8 pages, ça s'est chargé, il y a tous les textes qui vont être examinés. Là il y avait quasiment rien cette semaine, c'est donc que ce Conseil était très politique. Alors moi je pars des mots qu'on a entendus dans la bouche d'Olivier Véran, les vents contraires, les professionnels du malheur. Ça donne quand même une impression de bunkérisation mentale du gouvernement. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu paranoïaques en ce moment là? En tout cas, ils savent très bien qu'ils rentrent dans le dur. Vous l'avez dit, les fêtes sont finies, les lampions vont s'éteindre et l'ambiance a effectivement radicalement changé en quelques jours. Alors, c'est qui les esprits tristes? Moi, je me suis posé cette question quand même. Les esprits tristes, ce sont les opposants de tout poil, de tout parti, de toute tendance politique. Et tous ceux qui sont contre la réforme des retraites. Absolument. Voilà, c'est ce que veut dire le président. Vous connaissez un petit peu son emphase, son côté littéraire. Vous l'avez dit vous-même, ce sont des jolies formules, mais ça effectivement indique peut-être, je n'irai pas jusqu'à vous suivre sur la paranoïa, mais il y a effectivement un petit côté... taquinais, bien sûr. Non, mais en tout cas, là où je vous suis, c'est sur une forme de bunkérisation. On sent que c'est extrêmement tendu. On sent qu'on a la totalité des syndicats, y compris les syndicats réformistes, dont la CFDT, je rappelle que c'est la première fois depuis la réforme des retraites de 2011, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Je crois que les efforts déployés d'ailleurs pour amadouer Laurent Berger et la CFDT sont totalement vains, on l'a vu. Ça n'a pas marché. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'il y a une espèce de chorégraphie qui vise à déminer un petit peu cette opposition qui ne faiblit pas du tout. Laurent Berger ne cesse de le dire. Puis de l'autre côté, on a les partis politiques, et là encore, extrêmement compliqué, puisque à part la majorité, tout l'éventail, tout le spectre politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite, s'oppose à cette réforme. La seule petite lueur d'espoir reposant, on le sait, chez les Républicains qui peuvent détenir la clé, du moins parlementaire, du passage de ce texte. Quoi qu'il en soit, même si... Est-ce que c'est intéressant pour LR de s'associer à une réforme impopulaire? Ça va être aussi une question. Mais une réforme, comme on le sait, Dimitri, que les LR ont toujours défendue, depuis Valérie Pécresse l'année dernière à la campagne présidentielle, jusqu'aux sénateurs LR qui tous les ans déposent ce fameux amendement visant à reculer l'âge de la retraite à 64 ans. Autre formule du président, il faudrait penser printemps, dit-il. En formule qu'il avait déjà prononcée il y a 4 ans, qu'il empruntait au philosophe Alain. Penser printemps, c'est joli, ça veut dire être optimiste. Ceci dit, je donne ce chiffre, indicateur INSEE du moral des ménages, Raphaël Steinville. Donc vous savez, c'est l'opinion des Français sur leur situation, mais aussi celle du pays. On est à 82. Bon, la moyenne des 35 dernières années, c'est 100. Donc on est 20 points quasiment en dessous de la moyenne des 40 dernières années. Il y a une seule fois dans ces 40 dernières années où on est tombé encore plus bas, à 80, c'était à l'été 2013. Vous vous rappelez, c'était la grande crise de l'euro. C'est cette période où il y avait des sommets de la dernière chance tous les 4 jours. Bon, ça dit quelque chose quand même de la situation, Raphaël Steinville. Les Français, là, ils n'ont pas le moral. Et on dirait que le président de la République ne s'en rend pas compte. Oui, les injonctions du président à essayer de voir l'avenir en rose et semble malgré tout percuté par le... Même si c'est très honorable de dire qu'il faut pas se laisser abattre, etc. Bien sûr. Non, mais c'est très honorable, mais les esprits tristes, est-ce que les Français ont d'autres raisons de pouvoir aujourd'hui sortir dans la rue, le sourire aux lèvres, confiant dans l'avenir? Malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Alors certes,
le chômage aujourd'hui a atteint des taux qui n'ont pas été égalés depuis des années. Mais pour le reste, les questions qui sont obsessionnelles chez eux, alors à commencer par celle du pouvoir d'achat, on l'a vu pendant la campagne présidentielle, mais les questions sécuritaires, les questions identitaires, toutes ces questions aujourd'hui, elles sont toujours dans l'air, elles n'ont toujours pas été réglées. Et donc, ils ont quelques raisons d'avoir ce regard très noir sur l'avenir. Alors, dans les conseils prodigués par le chef de l'État, il disait aussi « mettez-vous du côté des gens ». Dont acte, Olivier Dussopt dans Le Parisien ce matin, qui nous livre son interprétation de la réforme des retraites. Je cite Olivier Dussopt, « Les Français sont plus responsables que certains responsables syndicaux. Personne ne souhaite un blocage. Tout le monde serait très heureux de ne pas avoir à travailler 2 ans de plus pour faire valoir ses droits. Mais tout le monde tient aussi à ce système de retraite par répartition et à l'amélioration des pensions. » Voilà, c'est une manière aussi de se mettre de tenter de se les mettre dans la poche. Oui, oui, mais là, pardon, Olivier Dussopt et tout le gouvernement d'ailleurs se réveillent un petit peu tard dans la fameuse bataille de l'opinion. Je rappelle que François Bayrou, à de nombreuses reprises, d'abord dans Le Parisien, puis dans le Journal du Dimanche, a expliqué que la pédagogie n'avait pas été faite. Et c'est vrai, malgré les arguments d'Olivier Dussopt, l'immense majorité, enfin la grande majorité, disons, des Français est contre cette réforme des retraites. Mais il y a aussi des petites choses. Je pense, la disparition du timbre rouge, par exemple. Ça a l'air de rien, ça. Mais quand même, c'est la mission première de la Poste et c'est un service public de plus qui tombe. On parlait des motifs d'inquiétude des Français. Il y a effectivement l'inflation qui est au premier rang, mais je constate qu'il y a quand même un deuxième point noir qui concerne le sentiment de délabrement, qui n'est d'ailleurs pas qu'un sentiment des Français vis-à-vis de l'ensemble de leurs services publics. Ça va de la justice par Éric Dupond-Moretti. Oui, ça va de la justice, puisque le ministre de la Justice présente aujourd'hui son fameux plan de relance, si j'ose dire. Ça vaut pour l'hôpital, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, qui est dans un état critique, ça vaut pour l'école, ça vaut pour les transports, dont on a vu qu'ils ne fonctionnaient effectivement pas au mieux. Et donc, il y a un vrai sentiment de déclassement, de déclin général. Et j'en reviens à votre point de départ. Le président, il le fait souvent, ce laïus, à ses ministres, sur arrêtez d'avoir le nez rivé sur vos courbes, sur vos tableaux Excel, sur vos moyennes, sur les notes de vos directeurs d'administration, allez prendre le pouls du terrain, cessez rompez avec une logique au fonctionnariale, si j'ose dire. Le problème, c'est que on se demande si lui-même réussit à rompre avec l'éternelle critique qui le frappe depuis le début de son premier quinquennat, depuis 2017. C'est-à-dire qu'un président déconnecté qui est très loin des préoccupations des Français, qui est très loin de ses inquiétudes, et tous les sondages le montrent. Le fameux baromètre IFOP pour le JDD, chaque mois montre que de plus en plus sont réactivées ces inquiétudes sur un président qui est très au-dessus et qui ne s'occupe pas, de reprendre cette expression de Jean-Pierre Raffarin, de la France d'en bas. La chose la plus importante qui a été dite hier, je crois, en fait, c'est Elisabeth Borne qui le prononce. Autre phrase rapportée par Olivier Véran, Raphaël Steinville, elle dit, la Première ministre, faut arrêter les courses à l'annonce dans les médias avec une dépense nouvelle à chaque fois. Ce n'est plus possible. La fin de l'abondance, ce n'est pas que les ressources naturelles, c'est aussi les ressources budgétaire. Et alors, on a l'impression d'une espèce d'illumination gouvernementale. Oui, on a un problème de finances publiques aujourd'hui en France. Il y a tout à la fois un problème de finances publiques et pour autant, le gouvernement n'a toujours pas renoncé à ce fameux quoi qu'il en coûte. Quand même, ils distillent depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, l'idée qu'on approcherait de cette fin. Mais là, pour les boulangers, par exemple. Non, mais la crise est telle qu'aujourd'hui... Il n'y a rien de plus pour les boulangers. Non, mais oui, mais... il y a eu une marque d'attention, mais il n'y a pas eu d'argent déversé supplémentaire. Mais parce qu'en fait, toutes les aides qu'ils leur proposent ne répondent pas à leur demande. Ils veulent avoir une visibilité, ils veulent... C'est une enveloppe de 10 milliards quand même qui est mise sur la table pour les soutenir. C'est pour ça que ce n'est pas rien, mais ils n'ont pas le temps, ne serait-ce que d'aller au guichet, à ce fameux guichet pour réclamer leur aide, aller sur le site des impôts pour pouvoir commencer à ouvrir une procédure. Tout ça est d'une infinie complexité et ne répond pas aux urgences du temps et surtout ne répond pas à cette nécessité structurelle de changement. C'est-à-dire qu'on peut faire des chèques sur un coin de table pour les uns et les autres. D'abord, avec quel argent il faudra bien un jour ou l'autre pouvoir commencer à rembourser ces chèques qui aujourd'hui sont des chèques en bois. Et c'est ça que Elisabeth Borne dit, mais sans rien faire pour
finir ce cercle infernal. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement tente de se sortir du quoi qu'il en coûte. On commence à avoir des déclarations depuis quelques semaines sur effectivement le on fait a emprunté au-dessus de 3%, c'est pas arrivé depuis février 2012. Voilà, il y a le coût de l'argent, il y a le fait que la dette va passer dans quelques jours au-dessus des 3 000 milliards. Donc un seuil symbolique extrêmement important. On a des déclarations de quelques ministres, mais on voit que la somme des départs de feu potentiels est tellement importante partout. Alors on parlait des services publics, on parlait des catégories professionnelles, que le gouvernement est un peu dans le rôle du pompier qui cherche à éteindre chaque petite flamèche avec un gros chèque de ici 10 milliards, ici 20 milliards, et que malgré là, c'est fini, là. La meilleure volonté du monde, vide, bientôt, mais malgré la meilleure volonté du monde, je crains fort que le gouvernement ne soit obligé et contraint et condamné à continuer à faire des chèques, même s'il s'agit de chèques en bois, parce que la situation sociale est telle que ça peut... Il y a tellement de barils de poudre qui sont entreposés ici et là, et on a l'impression que le gouvernement il se promène un petit peu avec une allumette au milieu de tout ça, et donc forcément pour éviter, pardonnez-moi cette image un peu pyromaniaque, mais pour éviter effectivement la grande explosion, on éteint à coups de, non pas de Canadair, mais à coups de chèques. Et puis ces chèques, ce ne sont jamais que des pansements. Quand, par exemple, notre voisin allemand, à l'inverse, lui investit les fonds qui sont débloqués, ne le sont pas pour essayer d'atténuer... investi. Il aide les entreprises, là où nous, on privilégie le soutien aux ménages en France. Hein. C'est une grande différence quand même. C'est une grande différence et c'est aussi le signe que nous n'avons pas de marge de manœuvre. Nous avons déjà, ça a été rappelé par David, quasiment 3 000 milliards de dettes. Et donc, à ce rythme-là, chaque jour qui passe rend plus compliqué de pouvoir se projeter, d'investir dans des projets d'avenir. Raphaël, j'aurais aimé qu'on parle un peu des funérailles de Benoît XVI, parce que c'est aujourd'hui et parce que ça recouvre une dimension historique, pas seulement parce que ce sont les premières funérailles dirigé par un pape en exercice pour son prédécesseur. Ça n'était pas arrivé depuis le début du 19e siècle. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, selon vous, dans ces funérailles de Benoît XVI, surtout l'héritage laissé par ce pape émérite qui avait renoncé à sa charge? Je pense qu'il y a deux choses. C'est compliqué parce que je pense que médiatiquement, Benoît XVI n'a jamais été véritablement compris, ou les médias n'ont jamais véritablement fait l'effort de comprendre ce pape, un pape qui essayait de réconcilier foi et raison, qui était un pape très loin des caricatures dans lesquelles on l'a trop volontiers enfermé. Et pour les catholiques, je pense que c'est important parce qu'il a laissé un héritage spirituel, intellectuel immense. Certains parlent déjà de lui comme d'un futur docteur de l'Église. C'est dire le poids qui aujourd'hui n'est pas forcément encore totalement conscient pour beaucoup, mais il a vraiment irrigué toute la vie de l'Église pendant un pontificat qui a été court, mais qui va bien au-delà de son pontificat parce qu'il a enseigné toute sa vie. Merci Raphaël Stainville de Valeurs Actuelles. Merci David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche. Merci à tous les deux. Bonne journée.